dans le cadre de la campagne Roulons électrique, une campagne d'éducation et de promotion du véhicule électrique coordonnée par Équiterre, nos fidèles partenaires, et avec le soutien de Transition énergétique Québec, TEC, site Internet important à aller visiter au moins une fois dans sa vie. Nous allons, aujourd'hui, nous avons 4 intervenants qui vont aborder des sujets variés et passionnants. Et pour lancer ce webinaire, j'ai l'honneur de vous présenter mon ami. Oui, Audrey, je te le dis, tu es mon ami. Audrey Bureau, conseillère municipale pour Elmer à la ville de Gatineau. Audrey, à toi la parole. Bonjour, merci Benoît. Je vais partager mon écran. Bon, donc voilà. Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu plus spécifiquement sur ce que fait la Ville de Gatineau en matière d'électrification des transports. Comme je siège aussi à la Société de transport de l'Outaouais, je vais aussi vous présenter la partie reliée à la ST. Donc, que fait la Ville en fait, pour influencer le développement de l'électrification des transports sur son territoire? Récemment, il y a 2 dispositions réglementaires qui ont été incorporées à notre réglementation qui nous permettent de faire des petits pas en avant en matière d'électrification. Premièrement, nous avons adopté une disposition qui fait en sorte que chaque nouvelle résidence construite sur le territoire qui comporte au moins un logement doit être dotée d'une prise de recharge pour véhicule électrique. Donc, peu importe que la personne ait l'intention ou soit propriétaire d'un véhicule électrique, son futur logement doit permettre ce branchement-là. Également, au niveau des stationnements de 50 cases et plus sur notre territoire, au niveau des stationnements commerciaux et industriels, on a désormais une disposition qui fait en sorte qu'il doit y avoir au moins une borne de recharge électrique pour chaque 50 cases de stationnement sur notre territoire. Fait à noter qui est important aussi, c'est lorsque un logement un stationnement viendra faire une demande de modification de son aménagement de stationnement au sein de la ville de Gatineau, il devra se conformer rétroactivement à cette disposition-là. Donc, par exemple, dans le secteur Elmer, nous avons récemment eu un stationnement des Galeries Elmer qui refait son stationnement. Si aujourd'hui, ça se refaisait, c'est-à-dire qu'il y avait une demande pour refaire le stationnement, il y aurait une obligation de remettre à jour et d'ajouter des bornes de recharge électrique. Donc, ça va nous permettre d'accélérer parce qu'on sait souvent là, que le nerf de la guerre en matière d'électrification des transports peut notamment passer par la disposition de ces bornes sur notre territoire. Parlant du déploiement de ces bornes sur notre territoire à Gatineau, actuellement, la ville de Gatineau, il n'y a malheureusement pas de plan pour les déployer sur le territoire. Par contre, la Commission des transports, déplacements durables et sécurité que je préside s'est questionnée sur justement le plan de déploiement dans le futur de ces fameuses bornes. Et il a été convenu que dans le cadre du plan de réduction des émissions de GES de la ville de Gatineau, qui est en cours d'élaboration via la stratégie d'adaptation au changement climatique, on allait avoir un volet pour accélérer ou en fait pour mettre en œuvre le déploiement des bornes sur notre territoire. Il est prévu que ce plan-là serait élaboré au cours de 2021 pour probablement une adoption au cours de 2022. Dans l'intérim, ce que fait la Ville, c'est-à-dire qu'on va y aller par du cas par cas lorsqu'il y a des opportunités qui se présentent sur notre territoire. On peut penser notamment au réaménagement du boulevard Saint-Joseph, on peut penser à la marina d'Elmer, à la bibliothèque de Nadel-Charon. Donc, lorsqu'on fait des travaux de réaménagement qui sont majeurs, on va incorporer déjà les bornes de recharge électrique, malgré qu'on n'ait pas de plan directeur pour le moment. Que fait la Ville, elle, comme corporation, pour ses employés? Étant titulaire d'une grande flotte municipale, nous avons ce qu'on appelle à la Ville de Gatineau le plan d'électrification de la flotte légère. Ce plan-là est un plan qui est public, qui est disponible. Vous pouvez me contacter. Je vous remettrai mes coordonnées à la fin du webinaire si vous voulez en obtenir une copie.
Dans ce plan d'électrification de notre flotte à la ville de Gatineau, on vise 5 points de départ que vous voyez ici sur la carte, qui sont des points centraux où sont situés la plupart de nos véhicules comme corporation. On a déjà commencé à déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur ces points-là. Vous en avez vu probablement déjà à nos garages municipaux sur la rue Edmonton. Il y en a qui sont disponibles. Et récemment, la Ville a fait l'acquisition dans les dernières semaines de 17 nouvelles bornes de recharge pour sa flotte de véhicules électriques. Et elle va bonifier également pour en avoir 3 qui seront disponibles au grand public. Donc, non seulement elle va venir permettre à nos employés, mais également dans nos véhicules municipaux qu'on utilise d'avoir des recharges, mais il y aura également dans ces points-là des bornes qui seront à la disposition de tous. Au niveau de la STO, on se fait souvent poser la question qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'électrification des véhicules? Sachez qu'à partir de 2023, la STO va recevoir ses tout premiers autobus électriques, 100% électriques. Ça va être des autobus au tout début qui vont nous permettre de faire des tests, de nous familiariser avec la technologie. Mais à partir de 2025, qui est quand même d'ici 5 ans, ce sont les seuls autobus qu'à travers l'ensemble du Québec, nous allons pouvoir faire l'acquisition. Et comme on peut penser que, comme je disais, à partir de 2025, toute notre flotte qu'on va acheter va être électrique et qu'il y a une durée de vie d'un autobus est d'environ 16 ans, ce qui veut donc dire qu'à partir de 2040, 100% de la flotte de la STO va être électrique. D'ici là, que fait la STO? La STO est en train de mener une étude pour voir comment elle peut se préparer à l'adoption, en fait, à l'arrivée de ces autobus-là à partir de 2023 dans sa flotte. Ça pose de grands défis. Le changement pour une société de transport vers l'électrification, on peut penser d'une transformation, une conversion de nos garages notamment. On peut penser tout à la planification de nos opérations en fonction de cette nouvelle technologie-là, que ce soit d'avoir justement des bornes de recharge sur le circuit, mais aussi de revoir les circuits dans leur ensemble pour respecter l'autonomie des batteries. On peut parler aussi de défis en matière de main-d'œuvre, donc d'avoir de la main-d'œuvre spécialisée pour des mécaniciens en autobus électriques et aussi de la formation pour nos chauffeurs pour se familiariser avec cette nouvelle technologie-là qui va faire son entrée prochainement. Au niveau des programmes de subvention, ça cause également un grand défi pour les sociétés de transport qui vont devoir avoir des programmes de subvention qui vont répondre au fait qu'un autobus électrique coûte beaucoup plus cher à l'acquisition qu'un autobus diesel ou qu'un autobus hybride comme on fait présentement l'achat. Donc, je vous mets ici une photo de ce qu'aura l'air un autobus électrique et son dispositif de recharge. Donc, on voit ici que le changement est majeur pour les sociétés de transport. Donc, on est loin de ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours à la STO. C'est pour ça que je vous parlais justement des défis d'adaptation qui sont devant nous. La STO n'est pas seule là-dedans. La STO fait partie de l'Association du transport urbain du Québec qui regroupe les plus grandes sociétés de transport de la province. Et on a, comme je vous disais, une étude qui est en cours pour voir comment est-ce qu'on peut se préparer à l'arrivée de ces autobus électriques-là à partir de 2023. Donc, c'est une étude qu'on mène au sein de la TUC pour l'ensemble des sociétés de transport. C'est la STO qui est le lead au dossier. Et on regarde qu'est-ce que ça veut dire pour nos garages, qu'est-ce que ça veut dire pour la main-d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire pour les infrastructures de rechange pour l'ensemble des sociétés de transport. Je tiens à noter parce que souvent les citoyens vont nous mentionner que la ville de Laval est en avance. Ils ont annoncé qu'ils étaient déjà en train de tester certains autobus. Laval fait partie de l'Association du transport urbain du Québec et donc elle teste présentement ces autobus-là pour l'ensemble des sociétés de transport du Québec dont Gatineau fait partie. Donc, c'est un programme au sein de la TUC qui nous permet d'échanger des ressources, échanger des connaissances et de se préparer tous ensemble vers l'électrification des transports.
Donc, si vous voulez en connaître davantage ou si vous voulez vous procurer des documents, je faisais allusion tantôt à le plan d'électrification de la flotte légère de la ville de Gatineau. Je vous ai mis mes coordonnées, puis je vous invite à me contacter. Merci, Audrey. J'ai une question pour toi. C'est en fait, c'est de la part de Jean-Paul Santra qui nous te demande quand est-ce que l'obligation de prévoir une prise électrique pour une borne serait inclue dans tous les permis de construction? En fait, est-ce que l'obligation est prévue pour l'ensemble des nouvelles constructions à la ville de Gatineau? Sinon, ben, c'est quand cette obligation? Je pense que c'est Euh, déjà en Oui, c'est déjà en vigueur. Au niveau du résidentiel, c'est en vigueur depuis, je crois, déjà près d'un an que c'est en vigueur. On avait fait un omnibus pour les bâtiments verts et ça avait été incorporé à cette réglementation-là. Donc, au niveau résidentiel, c'est déjà en vigueur. Est-ce que la ville de Gatineau a profité des financements qui étaient disponibles au niveau du gouvernement fédéral pour financer l'acquisition des bornes? Ça, c'est ma question Euh, personnelle. Ben, merci, merci. Je sais pas, je sais que la Ville de Gatineau connaît les programmes de subvention et on a quelqu'un qui vérifie ça. Est-ce que ceux-là ont bénéficié d'une subvention? Je ne pourrais pas répondre, je n'ai pas d'informations présentes. En fait, les autres villes et les autres MRC du territoire se posent la question là, comment assurer l'optimisation pour les coûts, pour les acquisitions. On travaille avec eux pour regarder ça. Encore une fois, merci beaucoup Audrey. J'espère que tu peux rester avec nous. Maintenant, c'est le tour de M. René Petit, responsable d'électrification des transports chez Hydro-Québec. Il va nous parler des bornes de recharge. Monsieur Cloutier, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Monsieur Cloutier. Parfait. Bon, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oh, très bien. Bon, excellent. Attendez, moi, je ne le vois pas. OK, voilà, ça y est. Parfait. Donc, je vais vous parler effectivement de bornes de recharge, particulièrement des bornes de recharge publiques, étant donné que c'est le mandat qu'Hydro-Québec s'est vu confier au gouvernement en 2012 et ça a donné naissance à la création du circuit électrique que sûrement la plupart d'entre vous connaissez, avez déjà vu des bornes du circuit électrique. On est présent maintenant sur tout le territoire québécois. Et je pense que le circuit électrique est cité en exemple un peu partout dans le monde. Là. Ça fait partie des bonnes histoires de déploiement d'infrastructures de recharge. Alors, quelques notions de base pour commencer. Type de bornes, des bornes indépendantes. Donc, ce sont des bornes qui sont totalement la responsabilité de laquelle. Alors, souvent, on voit ça pour les bornes de niveau 2, donc des bornes de type résidentiel qui sont installées soit par des municipalités ou des commerces pour effectivement pouvoir offrir une recharge à un véhicule électrique. Ces bornes-là ne sont reliées à aucune application ou à aucun réseau. Ce sont en fait des prises de courant évidemment adaptées aux véhicules électriques qui sont relativement peu chères à l'achat. Souvent, ça va être aux alentours de 1 000 $ pour ce type de borne-là. Par contre, ce sont des bornes aveugles dans ce sens qu'on n'a pas la possibilité de les tarifer ni de les surveiller. Donc, si un jour les bornes arrêtent de fonctionner, bien, on le saura seulement quand il viendra pour se charger, il ne sera pas en mesure d'obtenir le service et se plaindra au propriétaire qui devra à ce moment-là agir ou pas, dépendant de sa volonté. Alors là, souvent, on les voyait souvent au début de l'électrification des transports. Il y a eu des programmes de subvention de certaines juridictions. On a vu même des mécènes qui en ont acheté et qui les ont distribués un peu partout. On voit ça de moins en moins. Aujourd'hui, la plupart des bornes publiques qu'on voit apparaître sont des bornes qui sont des bornes
qui fonctionne via la surveillance d'un réseau. Donc, c'est une tierce partie. Dans le cas du circuit électrique, c'est Hydro-Québec, mais il y a des réseaux privés, le réseau Flow, le réseau de ChargePoint, le réseau de Heavy Duty, il y en a plusieurs maintenant, où une tierce partie en assure le bon fonctionnement, la gestion, la communication. Et en général, ce sont des bornes qui doivent être payées. Un service de recharge doit être payé via une application ou via une carte de membre. Donc, ces bornes-là coûtent plus cher en général à l'achat, étant donné qu'elles sont conçues pour être utilisées dans un environnement public. Et elles contiennent évidemment des fonctionnalités de communication, de lecture de cartes, mais elles génèrent de revenus et surtout, elles sont surveillées 24 heures sur 24. Donc, typiquement, le matériel va être plus fiable et une action rapide va être prise sur le matériel si jamais il y avait une déficience. Alors, les types de bornes. Alors, il y a la borne de niveau 2, qui est la borne probablement la plus répandue, qui est relativement facile à installer. Elle se branche sur une alimentation à 208 ou 240 volts, se trouve dans toutes les maisons ou dans tous les commerces. C'est la borne universelle, c'est la recharge résidentielle, le même standard qu'à la maison. Elle délivre en général aux alentours de 7 kW. Les véhicules qui décident la charge qu'elle va accepter sur cette borne-là, mais en moyenne, on parle d'environ 35 km d'autonomie récupérée par heure de recharge. Elle appartient aux partenaires du circuit électrique. Donc, dans ce cas-ci, les municipalités, les commerces, ce sont eux qui en font l'acquisition auprès de notre fournisseur. Et par la suite, c'est nous qui en assurons l'opération, le service à la clientèle, le prélèvement des revenus et puis le paiement des propriétaires, toute la partie financière est assurée par le circuit électrique. C'est un investissement d'à peu près 6 000 entre 3 000 pour la borne et entre 1 500 et 3 000 pour son installation. Il y a un autre type de borne qui s'appelle la borne rapide à courant continu, qui est une architecture complètement différente. Évidemment, une puissance différente. Les bornes actuellement sont principalement des bornes de 50 kW qui permettent une recharge, qui permettent de récupérer environ 240 km d'autonomie par heure de branchement. Ça demande une infrastructure séparée. On ne l'alimente pas à partir d'un bâtiment pour éviter les appels de puissance. C'est vraiment quelque chose qui est géré de façon séparée. Monsieur Cloutier, maintenant appartiennent à Hydro-Québec. Oui, j'ai une question. Je vous arrête. On ne voit pas vos diapositives changer. On est toujours à la première. On est pendu à vos lèvres, mais on n'a pas les images. Là, ben oui, c'est pas drôle, hein? Alors, attendez, je vais remédier à ça. C'est bizarre, chez moi, ça change. Si vous allez sur lire en haut, je crois, oui. Voilà. Je pense que ça va aider, lire depuis le début, puis là, vous pouvez avancer. Ben là, je vais faire, je les avance manuellement sur l'autre écran. Oui, c'est comme... Ah, voilà. Là, ça bouge. C'est merveilleux. C'est ça. Donc là, je ne suis plus dans l'écran de Zoom, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Donc, je disais donc que les bornes rapides appartiennent à Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui en défraie les coûts d'installation. Puis vous voyez là que c'est un projet évidemment qui n'a rien à voir avec l'acquisition, l'installation d'une borne de niveau 2. On parle d'environ 80 000 pour l'achat et l'installation d'une borne rapide. Alors, a fortiori, il y en a beaucoup moins sur le territoire. Vous allez voir que par contre, ce n'est pas du tout le même usage. Donc, ce sont des usages qui sont parfaitement complémentaires. Ça va toujours pour l'écran? Vous avez la prochaine diapo? Oui, c'est bien. Parfait. Merci. Donc, qui peut s'y brancher? La borne de niveau 2, on en parlait tout à l'heure, c'est la borne universelle. Donc, tous les véhicules branchables vendus en Amérique du Nord, que ce soit des hybrides branchables ou des véhicules 100% électriques, peuvent s'alimenter sur ce type de borne-là, peu importe la marque et le modèle. Donc, les constructeurs automobiles se sont entendus sur un standard nord-américain. En Europe et en Asie, je vous préviens, ce sont d'autres standards. Donc, ce n'est pas nécessairement évident de transporter son véhicule électrique de l'autre côté de l'océan, mais donc ce sont des cas plutôt rares. Par contre, pour la borne rapide, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une borne universelle en ce sens que pour l'instant, il n'y a que les véhicules 100% électriques qui ont investi pour avoir le réceptacle qui permet la recharge rapide. Il commence à avoir quelques véhicules hybrides branchables, mais c'est encore assez rare. Ça devrait se répandre au fur et à mesure que les hybrides branchables
choisissent des batteries également de plus en plus grosses. Donc, disons, l'intérêt d'une recharge rapide pour un véhicule hybride branchable est très limité pour une petite batterie, peut devenir intéressant pour une plus grosse batterie. Actuellement, il y a 2 standards. Là, malheureusement, les constructeurs ne se sont pas entendus sur un standard unique. C'est pour ça que vous verrez systématiquement sur les bornes rapides 2 pistolets. Ce n'est pas parce qu'on peut charger 2 voitures en même temps, malheureusement, c'est qu'il y a 2 standards. Donc, on veut s'assurer de pouvoir servir toute la population de véhicules électriques, ne sachant pas d'avance, évidemment, quel standard sera utilisé. Les voitures de Tesla, eux, ont un 3e standard qui est propre à eux, que personne d'autre n'utilise et que personne d'autre ne peut utiliser. Cependant, la plupart des propriétaires de Tesla ont acheté un adaptateur qui leur permet d'utiliser un des 2 standards répandus là, en Amérique du Nord sur les bornes rapides universelles. Alors, le coût d'une recharge publique sur les bornes de niveau 2, ça, c'est... on a déjà couvert ça. Alors, je ne sais pas quand la présentation a été refaite, il y a eu une erreur dans le copiage, ce n'est pas grave. Simplement pour vous dire que le coût d'une recharge publique sur une borne de niveau 2, actuellement, il est d'1 $ de l'heure sur toutes les bornes de niveau 2 du circuit électrique. Il est facturé au temps de branchement et non pas au temps de recharge. Donc, si on reste sur la borne, même s'il n'y a plus de transfert d'énergie parce que la recharge est complétée, l'utilisateur va quand même se faire facturer. L'objectif étant d'éviter que les gens restent des heures et des heures, voire des jours et des jours stationnés en monopolisant une borne de recharge. Ce sont des actifs qui sont quand même relativement coûteux. On veut être certain qu'ils soient utilisés dans un maximum de cas pour aider un maximum d'électromobilistes. Faut savoir, c'est peut-être intéressant de savoir que la loi nous interdit, même Hydro-Québec, de facturer la recharge au niveau de l'énergie. Donc, on ne peut pas utiliser les unités d'énergie comme le kilowattheure pour facturer. On est obligé tous de requérir à un stratagème qui consiste à plutôt facturer à la minute de branchement. Et ça, c'est une loi fédérale, là, de la loi des poids et mesures. Il faudra avoir un compteur certifié. Donc, il y a des discussions avec le gouvernement pour changer cette loi-là ou pour permettre aux bornes de recharge de se soumettre à la loi, de pouvoir être inclus dans cette loi-là. Donc, on espère avoir des résultats, mais c'est des discussions qui vont prendre un certain temps. Les bornes rapides, elles, beaucoup plus chères, sont facturées actuellement à 11,78 $ de l'heure. La borne rapide, évidemment, n'a pas du tout la même utilisation. En général, les gens vont y passer une vingtaine de minutes. Et là aussi, le but, c'est de vraiment faire en sorte que les gens ne restent pas plus longtemps que nécessaire, c'est-à-dire pour recueillir suffisamment d'autonomie pour continuer leur chemin. Donc, on en arrive aux besoins des différentes bornes. J'ai souvent la question de la part de partenaires ou de municipalités à savoir si les bornes de niveau 2 sont désuètes. Beaucoup de gens voudraient plutôt installer des bornes rapides. Il faut bien comprendre que les bornes de niveau 2 ne sont pas désuètes. Elles répondent à un besoin différent et même elles ont moins de risques d'être désuètes que les bornes rapides étant donné qu'elles sont vraiment au niveau du standard de la maison. Donc, je ne pense pas que dans un avenir à moyen et même à long terme, on va obliger les propriétaires de maisons à refaire leurs panneaux électriques pour en augmenter la capacité pour pouvoir avoir des recharges plus puissantes. Donc, ce sont des bornes qui demandent un circuit électrique de 30 ampères, ce qui est raisonnable pour la plupart des maisons qui ont des entrées électriques de 200 ampères. Et donc, c'est une borne qu'on va avoir tendance à installer à un endroit où l'expérience client va faire en sorte que le véhicule va rester stationné un certain temps. Donc, le choix de la borne va vraiment se faire en fonction de l'expérience client au site de recharge. Donc, typiquement, ces bornes-là, on va les retrouver devant des installations sportives, culturelles, récréatives, touristiques. Des endroits où la voiture va rester en moyenne 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. La dernière fois que j'ai regardé, la moyenne au Québec du temps de branchement sur des bornes de niveau 2 du circuit électrique était de 2 heures et 25 minutes. Donc, ça vous donne un peu une idée des bons emplacements.
Évidemment, on ne mettra pas des bornes de niveau 2 devant des dépanneurs ou des stations-service ou des restaurations rapides. Ce ne sont pas ce type de bornes-là. On va plutôt, à ce moment-là, penser à mettre une borne rapide qui, elle, va être utilisée, être déployée dans des endroits où les gens vont s'arrêter entre le point A et le point B le moins longtemps possible, le temps de se ravitailler, puis éventuellement d'aller à la salle de bain, de prendre un café et de continuer son chemin. Donc, on appelle souvent la borne rapide une borne de transit et on va appeler souvent la borne de niveau 2 une borne de destination. Donc, quand on a ces objectifs-là bien en tête, on comprend facilement que dans le cadre d'une planification de déploiement d'une région, en tout cas, nous, c'est la façon dont on réfléchit chez Hydro-Québec, on s'assure d'avoir une colonne vertébrale de bornes rapides qui permet de façon sécuritaire de circuler sur les grands axes routiers avec une borne à tous les X kilomètres là, pour être certain qu'une option de ravitaillement est toujours disponible. Et puis après ça, de façon plus capillaire, on compte sur nos partenaires pour installer des bornes de niveau 2 aux endroits où on veut que les visiteurs, les gens qui sont en déplacement s'arrêtent pendant quelques heures et profitent des attractions qu'il y a localement pour pouvoir dépenser des sous, aller se promener et explorer les environs. Alors, au niveau des subventions, je pense qu'Audrey a dû en parler un petit peu. Le programme Branché au travail, qui est un programme de transition énergétique Québec ou du ministère des Ressources naturelles, qui subventionne l'achat de bornes. Achats de bornes qui sont réservées, par contre, à l'utilisation exclusive des employés de l'organisme qui en fait la demande ou des véhicules de flotte. Donc, effectivement, dans le cas d'une municipalité, comme Audrey l'a expliqué, pour pouvoir recharger la flotte de véhicules ou d'offrir une recharge aux employés de la ville, les subventions à ce moment-là de brancher au travail, sont tout à fait envisageables. La borne publique, elle, n'est pas subventionnée actuellement par le gouvernement du Québec ou par aucune autre entité. Il y a effectivement Ressources naturelles Canada qui, jusqu'à présent, subventionnait des bornes rapides, est en train de déployer des programmes là, pour étendre des subventions vers des bornes de niveau 2. Donc, il restera à voir exactement là, quelles seront les modalités et les mécanismes pour éventuellement profiter de ces subventions-là. Donc, petit rappel historique, 2009 a été le premier plan d'électrification des transports qu'Hydro-Québec a publié. Ça faisait déjà plusieurs années qu'Hydro-Québec travaillait surtout en recherche et développement sur des matériaux de batterie, sur des moteurs électriques. Hein. Ça a donné naissance à des entreprises qui aujourd'hui exploitent ces brevets-là. Mais donc, depuis 2009, un plan d'électrification qui a consisté d'abord en déployant le plus grand projet pilote de voitures électriques en Amérique du Nord en 2009-2010 avec 50 Mitsubishi IMIEV dans la région de Montréal. Et finalement, en 2012, la naissance du circuit électrique qui a commencé tranquillement avec 4 partenaires fondateurs. Et aujourd'hui, à travers les années, on est rendu à 375 bornes rapides installées, à peu près 3500 bornes au total et 85 000 membres qui utilisent le circuit électrique régulièrement dans leurs déplacements. Alors, on a parlé un petit peu de la stratégie pour trouver des sites et là, on est vraiment à l'écoute des électromobilistes. C'est ce qu'on nous demande pour les bornes rapides. Ce sont des sites qui offrent des services sur place, donc la restauration des toilettes, un dépanneur, un commerce. Il faut savoir que ces bornes-là, nous, on pense toujours au cas extrême où la personne a besoin de se recharger le long d'une autoroute le 31 janvier à 11 h du soir, il fait moins 25. Donc, évidemment, toute la stratégie de déploiement doit être autant que possible accommoder ce type d'événement. C'est pour ça qu'on cherche non seulement de la restauration dépanneur, mais on cherche des heures étendues et on va prioriser des endroits même où ces structures-là sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par année. Alors, l'importance des bornes de niveau 2, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Évidemment,
L'avantage des bornes de niveau 2, c'est qu'on garde les gens dans la communauté. Ce sont des bornes de destination. Donc, plus on en met à des endroits stratégiques, plus les propriétaires de voitures électriques vont privilégier ces emplacements-là pour pouvoir se stationner et rajouter de l'autonomie dans leur véhicule. Il faut savoir aussi qu'en région, souvent, il y a plus de véhicules hybrides branchables que de véhicules 100% électriques. Ça sera encore le cas probablement pour quelques années. Et donc, bien se rappeler que les bornes rapides aujourd'hui ne peuvent pas servir les véhicules hybrides branchables. Donc, la borne qui permet vraiment de ravitailler 100% des véhicules électriques, c'est la borne de niveau 2. Évidemment, le coût aussi, l'installation d'une borne de niveau 2, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à faire. Ça se branche directement dans le panneau électrique d'un bâtiment. Donc, c'est à la portée de l'électricien local qui peut faire ça au même titre que d'installer n'importe quel autre type d'équipement électrique. Alors, un petit survol rapide de la situation en Outaouais. Le nombre de bornes du circuit électrique, actuellement, on en compte 78, dont 19 bornes rapides qui sont déployées sur le territoire. Et puis, un petit scoop, pour 2021, actuellement, on planifie 15 bornes rapides supplémentaires sur le territoire de l'Outaouais. C'est sûr qu'au stade de la planification, il y a beaucoup d'embûches qui peuvent survenir. C'est relativement complexe d'installer une borne rapide. Il y a des enjeux administratifs avec l'obtention de servitudes de la part des propriétaires des terrains. Il y a des enjeux des fois de branchement électrique qui rendent l'installation trop coûteuse et nous obligent donc à abandonner des sites. C'est pour ça qu'on est toujours prudent et on n'aime pas trop annoncer d'avance des emplacements précis avant qu'on ait pu en faire la validation. Mais du moins pour l'instant, on devrait être en mesure d'installer une quinzaine de bornes rapides l'année prochaine sur le territoire. Alors, peut-être un petit mot rapide aussi sur l'évolution de l'application mobile. Ceux d'entre vous qui sont déjà membres du circuit électrique, vous aurez noté qu'au mois de juin, on a procédé à une grosse migration. On a changé complètement notre système informatique. Moi, je m'amuse des fois à dire qu'on a changé de siècle. On est arrivé au 21e siècle en offrant une application vraiment qui est totalement refaite, qui est vraiment centrée sur le client. Qui est beaucoup plus interactive, beaucoup plus intuitive, qui donne beaucoup plus de renseignements aussi. On a notamment intégré un planificateur de trajet qui est vraiment exceptionnel, qui fonctionne avec des algorithmes d'intelligence artificielle, qui va prendre en compte votre modèle de véhicule, la température extérieure, le dénivelé sur la route que vous avez sélectionné. Vous avez même la possibilité d'indiquer le nombre de passagers, de valises pour avoir un impact du poids éventuellement sur votre consommation. Et le planificateur va vous indiquer les endroits où il vous suggère d'arrêter pour ravitailler. Il va prendre en compte également l'achalandage des bornes. Donc, si en cours de route, il s'aperçoit que l'endroit qu'il vous avait proposé est très achalandé, il va vous proposer de façon dynamique un emplacement alternatif éventuellement pour perdre moins de temps à la borne de recharge. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté qui est très, très appréciée par les membres du circuit électrique. Depuis 3 semaines, 1 mois, l'application est même disponible maintenant sur Apple CarPlay. Ceux qui ont cette option-là dans leur véhicule, c'est très pratique d'avoir ça maintenant sur le tableau de bord. Et puis, l'intégration Google Android Auto va se faire dans les semaines ou les mois qui viennent également. On est en train de déployer des bornes aussi de plus haute puissance. On a commencé, il y en a quelques-unes au Québec et en 2021, ça va être la grande majorité de nos installations, vont être des bornes de 100 kW. Donc, on passe à une génération de bornes qui va être 2 fois plus puissante. Évidemment, là aussi, comme dans le cas des bornes de niveau 2, c'est le véhicule qui décide de la puissance qu'il accepte. Donc, aujourd'hui, il y a quand même relativement peu de véhicules sur la route qui vont accepter des puissances supérieures à 50 kW, mais on le sait qu'il y en a de plus en plus qui s'en viennent. Déjà, les véhicules coréens là, de marque Hyundai et Kona acceptent jusqu'à 65-70 kW. Donc, eux vont déjà pouvoir bénéficier de recharge plus rapide. Et puis après, évidemment, il y a les modèles plus exclusifs là, de type Porsche, Audi, qui, eux, vont également être capables de bénéficier de ces niveaux de puissance.
On va également introduire des bornes de 25 kW. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif d'introduire des bornes rapides, moins rapides que la génération actuelle. Mais encore une fois, puis je pense que c'est ce qui va vraiment guider le déploiement là, dans les années à venir, les niveaux de puissance vont se spécialiser en fonction des besoins des utilisateurs et des services offerts sur chacun des sites de recharge. Donc, on pense que la 25 kW va être très intéressante pour les centres commerciaux, par exemple, où là, on ne passe pas 2h30, 3 heures, on ne passe pas 20 minutes non plus, mais le temps de fréquentation du site est plutôt de l'heure, heure et demie. Et là, une borne de 25 kW pourrait permettre de faire pratiquement un plein sur un véhicule électrique à moindre coût qu'une borne de 50 et de façon beaucoup plus rapide qu'une borne de niveau 2. Donc, de plus en plus, la technologie va nous permettre là, de spécialiser les sites de recharge en fonction des besoins des utilisateurs. Alors, je vous ai déjà parlé du planificateur de trajet qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, donc peut-être en guise de conclusion, on est toujours à la recherche de partenaires. Les municipalités, bien entendu, se représentent à peu près 50 de nos partenaires là, au niveau des bornes de niveau 2. Et je pense que de plus en plus, on va avoir des déploiements là, au niveau régionaux, des MRC ou au niveau de municipalités individuellement. Alors, je vous encourage à rester en contact avec nous et de ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations sur le circuit électrique. Alors voilà, merci pour votre attention. Merci, M. Cloutier, grandement apprécié. D'où l'importance d'avoir la bonne borne à la bonne endroit. Il y a toute une stratégie. J'avais une question pour vous. Oui. J'ai une voiture électrique, puis les fois où j'ai où je suis passé par Montebello, la borne à Montebello, qui est une des premières, était saturée. Il y avait beaucoup de monde. Oui, elle est très connue, oui. Oui, ben, c'est un passage obligé. Là. Quel est votre indicateur de performance, votre threshold pour dire il en faut un autre? C'est quoi le pourcentage d'utilisation d'une borne? Bien, on ne peut pas vraiment y aller en pourcentage d'utilisation d'une borne. Le problème des bornes rapides, c'est que l'utilisation est très soumise à des heures de pointe. Donc, les vendredis soirs, les dimanches soirs. Répéter, ça a coupé. Oui, j'ai dit l'utilisation des bornes rapides et c'est un film d'heures de pointe. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, les vendredis soirs, les dimanches soirs, lorsque les gens se déplacent sur le réseau autoroutier, c'est là où les bornes vont être le plus utilisées. Dans le milieu de la journée, dans le milieu de la nuit, on n'a à peu près pas d'utilisation. Alors, c'est un défi, je ne vous le cache pas, d'avoir le réflexe de pouvoir des actifs de recharge qui sont très coûteux en fonction de l'utilisation. Mais non plus, on ne peut pas non plus dimensionner le réseau uniquement pour 3 heures critiques le vendredi soir et 3 heures critiques le soir. Alors, on est en train de réfléchir à des mécanismes qui pourraient inclure de la tarification, d'avoir une tarification différente aux heures de pointe pour essayer d'inciter les gens à utiliser les bornes ou s'ils ont la possibilité de le faire, à étaler leur déplacement sur une période pour pouvoir étaler les recharges. Donc, ça, c'est une des stratégies. Autrement, je vous dirais que notre indicateur en général, c'est le nombre de recharges par mois. Et la règle de pouce, c'est qu'une borne qui franchit les 250 recharges par mois, en général, nous, c'est un drapeau rouge en disant attention, là, il y a des risques de file d'attente sérieux. Et c'est là qu'on commence à réfléchir et à rechercher activement des sites. Une des difficultés qu'on a dans votre région particulièrement, puis j'imagine que vous le savez encore mieux que moi, c'est très difficile le long de l'autoroute 50. Il n'y a à peu près pas de structure d'accueil. On attend avec beaucoup d'espoir une halte, je pense qu'à la hauteur de Penouville, déjà depuis 2-3 ans, qui est annoncée, mais qui ne voit pas le jour. Ça, c'est le type d'endroit où on installerait demain matin 4 ou 6 bornes rapides sans aucune hésitation, parce qu'on sait que c'est des endroits stratégiques. Ça fait un peu à la colle du côté est, à la chute du côté est de la 50. C'est très difficile. Alors, effectivement, on est obligé pour l'instant de se rapprocher du fleuve et d'obliger les automobilistes à faire des sorties, plusieurs kilomètres de sorties pour aller se ravitailler, ce qui n'est pas nécessairement idéal.
Dans le cas de Montebello, je vous confirme qu'on a trouvé un emplacement et il y a 2 bornes rapides supplémentaires qui ont déjà été installées ou qui vont l'être très prochainement là, pour suppléer à la borne unique qui, effectivement, était très, très sollicitée. Oui, vous faites ma journée, merci beaucoup. Puis, en fait, puis, juste pour la petite histoire, cette borne-là a été financée par un électromobiliste de la région qui, voyant que c'était une lacune, il a mis de l'argent de sa poche pour assurer cette acquisition-là. C'est ça. Financé en partie. À l'époque, le Ouais. modèle d'affaires était un financement au Québec de 50 et effectivement, le milieu devait réunir le 50 restant. Et effectivement, ce citoyen, comme vous le dites, a contribué de sa poche. C'est différent. Là, depuis que le gouvernement a changé la loi sur Hydro-Québec en 2018, on a maintenant l'autorisation de financer à 100 les bornes rapides. Donc, on n'a plus besoin de rechercher des partenaires locaux, mais on a besoin de trouver des partenaires qui ont des bons terrains et des bons sites. Et ce n'est pas toujours facile non plus là, de trouver ces. Donc, je vous ouvre la porte également. Vous connaissez votre région. Si vous connaissez des emplacements qui seraient stratégiques des bornes rapides, de ne pas hésiter à nous les soumettre. C'est toujours super utile d'avoir des yeux sur le terrain qui nous donnent des suggestions. Je pense qu'on va venir des grands amis parce qu'il y a une mobilisation de la part de 3 MRC qui nous ont contactés dernièrement puis qui se questionnent là-dessus. Il y a aussi les gens de l'industrie touristique qui voient que ça devient une nécessité auprès de leurs membres, les hôteliers, mais aussi des cœurs villageois là, qui sont des destinations touristiques. Il y a toute une stratégie à réfléchir, puis vous êtes un des acteurs incontournables. Puis aussi les gens d'affaires qui veulent le faire. Puis par rapport à ça, j'ai une dernière petite question. Si je comprends bien, en ce moment, le programme qui existe, le programme de tech, finance les bornes en milieu de travail, mais pas les bornes payantes. OK, parfait. Alors, si on va avoir un financement pour le 50 ça serait le programme fédéral, mais qui ne finance seulement des bornes de niveau 3 aujourd'hui. Bien, historiquement, le Canada a commencé seulement récemment. Le gouvernement a financé le transport électrique. On en est bien content parce que longtemps, on a été le seul pays du G7 d'incitatif fédéral pour le transport électrique. Les choses ont bien changé. Mais historiquement, depuis le début des programmes de ressources naturelles du Canada, l'accompagnement pour les infrastructures de recharge était limité au niveau 3, mais ce n'est plus le cas. Ils ont ouvert maintenant des programmes de financement pour des bornes de niveau 2. Cependant, il y a des modalités, là, et vous m'excuserez de ne pas les connaître par cœur, là, ce n'est pas nous qui gérons ce programme-là, mais je sais par exemple que je ne pense pas qu'on puisse demander du financement pour une borne. Il y a un minimum. C'est 20 bornes minimum. Oui, voilà, je pense que j'allais dire 20 bornes minimum. Évidemment, le gouvernement n'a pas les ressources là, pour avoir des ententes contractuelles avec des propriétaires uniques là, qui demandent une certaine masse critique pour pouvoir donner cette subvention. Mais ça devrait donner des munitions justement aux acteurs du milieu qui ont des projets régionaux de déploiement de bornes. Je sais qu'il y a beaucoup d'MRC aussi qui ont reçu des fonds des fonds environnementaux parce que les bornes se qualifient là, dans tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre, avec les conseils régionaux en environnement. Et puis, il y a eu, je connais au moins 5 regroupements régionaux de 3-4 MRC ensemble qui ont fait des déploiements de 15, 20, 25 bornes et qui ont reçu des financements provinciaux, du ministère des Affaires municipales aussi, je pense. Donc, il existe des programmes, mais du côté du gouvernement du Québec, pour l'instant, la recherche publique n'est pas subventionnée. Je ne vous cache pas que nous, on discute souvent avec Tech. Là, on pense qu'on est rendu plus loin que Branché au travail qui avait probablement des bonnes raisons au départ quand l'autonomie des véhicules était très, très faible et puis qu'il y avait un risque de ne pas avoir assez d'autonomie pour faire l'aller-retour pour les gens qui habitent loin. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu ailleurs et puis il y aurait peut-être lieu d'étendre cette subvention-là justement aux bornes publiques également, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas rendu là.
On pourrait parler de l'ensemble de la journée. C'est passionnant de vous rencontrer. C'est encore là, moi, du monde qui connaissent leur affaire comme vous, ça me réjouit. Alors, pour une dernière fois, merci beaucoup pour votre participation. Je vais maintenant passer la parole à Marion, notre amie, directrice de Mobio. C'est à ton tour, Marion. Oui, bonjour. Merci à toutes les personnes qui assistent en ce moment à la conférence. Merci au Crédit aussi pour l'invitation. Donc, je vais partager mon écran également. Je dois attendre que l'autre partage d'écran soit arrêté. Ah, c'est ma faute alors. Attends, il faut que je vous retrouve là. On est en train de voir vos courriels secrets. Oui, c'est ça. Hein? Comme on a des rencontres à longueur de journée, on a 3-4 produits différents et nous, on utilise Teams et pas Zoom. En fait, on ne peut même pas l'utiliser chez Hydro-Québec. Attendez, voilà, j'ai trouvé. C'est fait. C'est bon? Tantôt, Mario. Merci. Monsieur Cloutier. Partager l'écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite à souligner que quand je fais des conférences maintenant en mobilité durable, je trouve ça toujours un petit peu cocasse, la situation dans laquelle je me retrouve. En général, parce que je commence en fait mes conférences en racontant une anecdote qui a pu se passer sur mon chemin en me rendant sur les lieux de la conférence. Mais en ces temps, avec la Covid-19, maintenant je fais les conférences du confort de chez moi. Donc, je n'ai plus à me déplacer pour vous parler de déplacement. Donc, je dois trouver une autre entrée en matière. Je dois cliquer. Voilà. Je m'appelle Marion Morin, je suis directrice générale pour Mobio, le centre de gestion des déplacements de Gatineau. J'ai étudié en environnement, puis c'est à l'occasion d'un de mes stages au ministère des Transports ici à Gatineau que je me suis vraiment intéressée aux enjeux de mobilité durable. Puis en fait, cette expérience m'a permis de me rendre compte à quel point nos déplacements et la mobilité en général sont au cœur de notre quotidien, mais aussi au cœur du développement de nos collectivités. Donc, c'est ça qui m'a invitée à poursuivre dans le domaine de la mobilité durable et donc notamment en travaillant chez Mobio. Mobio, donc, on est votre centre de gestion des déplacements ici pour Gatineau et les alentours. Notre mission, c'est de favoriser le développement et la mise en œuvre de solutions en mobilité durable sur le territoire. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On a une expertise unique qui nous permet d'accompagner des employeurs à déployer une culture innovante en mobilité durable adaptée aux besoins des déplacements et d'accessibilité de leur communauté. En d'autres termes, on a deux gammes de services. Les premiers services qui sont des services d'expertise conseil en gestion des déplacements. Donc là, on va travailler par exemple avec des municipalités, des employeurs, des associations de quartier aussi, travailler sur des analyses d'habitudes de déplacement, des analyses territoriales ou encore de la cartographie. Le deuxième gamme de services qu'on a, c'est des services de coordination et de mise en œuvre de solutions de mobilité durable, donc beaucoup par des événements et de la mobilisation de la collectivité, des kiosques ou encore des conférences. Alors, pourquoi devrions-nous nous intéresser nous soucier et nous intéresser au transport. Je vais passer rapidement un petit peu justement sur les transports et comme je vous disais, l'impact que ça peut avoir dans notre vie personnelle au quotidien, mais aussi pour notre collectivité. Donc par exemple, au Québec, 44,7% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par le secteur des transports, dont 78% par le transport routier. Pour vous donner une autre idée aussi, en 2006, 35,4% des déplacements domicile-travail des Québécoises et des Québécois ont été de 5 km ou moins, ce qui représente un déplacement de 25 minutes à vélo. Ce dernier chiffre, en fait, c'est pour vous dire qu'à peu près 35% de ces déplacements-là auraient pu être faits dans un autre moyen de transport, comme par exemple le vélo, en 25 minutes.
Pour les autres impacts aussi sur les transports, il y a de nombreux impacts environnementaux. Par exemple, la contribution aux îlots de chaleur par le développement d'infrastructures routières qui sont toujours de plus en plus demandantes. Également, l'altération de la qualité de l'air par les véhicules non électriques, justement, ou encore l'imperméabilisation qui vient en fait aussi altérer notre résilience au changement climatique, toujours du fait qu'on doit asphalter nos sols, par exemple. On peut aussi mentionner la destruction d'habitats fauniques qui peut avoir un impact environnemental conséquent sur notre résilience et les bénéfices écologiques apportés aussi par notre environnement. Au-delà des aspects environnementaux, des impacts environnementaux de nos déplacements, on a aussi des impacts finalement qu'on vit collectivement d'un point de vue économique et social. Donc, par exemple, le coût annuel de la congestion représente pour notre région ici, Gatineau-Ottawa, plus de 220 000 millions de dollars. C'est une somme qui représente un coût collectif. Pourquoi? Parce que si on arrivait à réduire la congestion sur nos routes, c'est un investissement qu'on pourrait mettre ailleurs, comme par exemple dans le système de santé ou par exemple dans le système éducation. L'image sur le diapositive représente justement l'espace occupé par différents modes de transport et donc l'asphalte qui en découle, où on voit à gauche donc un autobus, la place qu'il occupe, pour 40 personnes versus 40 personnes dans une voiture versus 40 personnes à vélo. Également aussi donc par rapport aux impacts économiques et sociaux, il faut compter environ 9 600 vélos pour occasionner la même usure de la chaussée qu'une seule voiture. Donc, les fameux nids de poules, on en a pas mal à Gatineau. Donc, toujours dans l'optique que nos déplacements, puis particulièrement forcément avec des modes de transport plus lourds, comme la voiture par exemple, donc, ont un impact sur les investissements qu'on doit faire pour entretenir nos routes. Également, les transports, c'est 2,6 milliards de dollars qui pourraient être économisés dans le secteur de la santé au Québec, en lien avec les décès épargnés par l'utilisation des transports actifs. Ces chiffres, en fait, pour épargner, parlent, oui, de sécurité routière, mais également de tout ce qui concerne la prévention en santé publique, c'est-à-dire, par exemple, donc, la sédentarité qui peut engendrer des maladies chroniques ou respiratoires, par exemple. Et donc, utiliser des modes de transport durables, comme des transports actifs, permet d'intégrer une activité quotidienne dans son quotidien, et donc de favoriser l'adoption des saines habitudes de vie. Alors, je viens de vous lister plusieurs impacts négatifs, comme je le mentionnais, économiques, environnementaux et sociaux. Il faut bien voir par contre que nos habitudes de déplacement d'aujourd'hui sont le fruit d'un héritage historique. Ce que je veux dire par là, c'est que nos déplacements sont grandement influencés par de nombreux facteurs. Nos choix de déplacement d'aujourd'hui le sont. Un de ces facteurs-là, c'est tout simplement nos habitudes sociales et nos constructions sociales un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? À l'époque, puis encore aujourd'hui, la voiture, par exemple, est une preuve de réussite sociale. Je vais vous donner l'exemple, quand j'étais un petit peu plus jeune, et que j'ai fait l'acquisition de ma première voiture quand j'étais à l'université, forcément, mon entourage, mes amis, mes proches me félicitaient d'avoir fait l'acquisition de ma première voiture. Par contre, l'année dernière, quand j'ai fait l'acquisition de mon premier vélo électrique, je vous dirais que je n'ai pas eu le même engouement pour cette nouvelle acquisition. Puis forcément, les gens me posaient plus des questions en me disant « Ah bon, mais pourquoi un vélo électrique? À quoi ça sert? Ça va être quoi ton utilité ?» Donc, on voit ici qu'il y a encore un attachement social un petit peu à la voiture qui, mine de rien, a un impact sur nos choix de déplacement individuels. Notre héritage historique en matière de déplacement vient aussi de la façon dont on a construit nos villes, la façon dont on a développé notre territoire. La photo ici, les deux images le représentent très bien. On voit à gauche, par exemple, Portage, donc pour ceux qui sont familiers avec le centre-ville du Vieux-Hall de Gatineau, où il y avait le rail, donc le tramway à l'époque. Puis dans les mouvements urbanistiques, on a décidé de retirer le tramway pour laisser place à la voiture, parce qu'on estimait que c'était un urbanisme à l'époque plus fonctionnel et qui allait être plus bénéfique pour la population. Au final, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'il y a des limites à ce modèle d'urbanisme fonctionnel. Et tous ces facteurs-là, aussi bien les aspects sociaux que la façon dont nos villes ont été construites, a une influence aujourd'hui sur nos habitudes de déplacement. Donc, on peut se demander un petit peu comment
on peut faire, nous, en tant qu'individus, pour atténuer l'impact de nos déplacements. On a quand même toujours besoin de se déplacer, puis on n'a pas forcément toujours la possibilité de marcher, par exemple, ou de prendre son vélo. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va voir. Puis, une des solutions, ou la principale solution, en fait, c'est d'opérer un changement de paradigme. Donc, on va passer de la notion du transport vers la notion de mobilité durable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique qu'on effectue un changement dans la façon de voir, de planifier ou de penser nos déplacements, où on va être tourné vraiment vers l'ensemble de possibilités qui nous permettraient d'avoir l'adoption de comportements plus durables. Ce changement de paradigme, il s'opère aujourd'hui à travers des politiques publiques, des orientations gouvernementales, des réglementations à l'échelle municipale ou encore à l'échelle individuelle aussi. On peut tous faire un petit bout de chemin en matière de développement durable. Donc, la première grande politique et règlement en lien justement à l'appui de ce changement de paradigme est la politique de mobilité durable du ministère des Transports 2030, qui s'appelle donc Transporter le Québec vers la modernité. Puis, cette politique, justement, énonce les grands principes de mobilité durable et il en percole des orientations et des objectifs pour les gouvernements de proximité et des objectifs aussi à l'échelle de la population pour améliorer, comme j'ai dit, nos déplacements de manière plus durable. Ce qu'énonce cette politique plus particulièrement, donc, c'est le principe d'éviter, transférer et d'améliorer. C'est autour de ces trois axes-là que la politique est orientée et qu'en fait, les actions qui en découlent doivent être orientées aussi. C'est un petit peu comme les orientations en matière de gestion des matières résiduelles, où on a un petit peu réduit, réutilisé les 5 R par exemple. Ben là, on a évité, transféré et amélioré en matière de transport. Avant de passer à l'explication un petit peu de ces trois orientations, je tiens à souligner que l'objectif forcément principal de la politique de mobilité durable est d'avant tout d'optimiser et d'assurer l'efficacité de nos déplacements à l'échelle du territoire, tout en étant respectueux des facteurs environnementaux, économiques et sociaux de nos collectivités. Donc souvent, on va dire, on ne peut pas supprimer la voiture non plus de tous nos déplacements. C'est vrai, en ce moment, c'est probablement utopiste de penser qu'on peut complètement abandonner la voiture. Mais l'idée de la politique, justement, c'est d'offrir des moyens et des orientations au gouvernement de proximité et aux citoyens pour s'assurer en fait, qu'ils aient le choix d'opter pour des modes de transport plus durables dans la mesure du possible. Donc, la toute première orientation en lien avec la politique et donc ces trois orientations est d'éviter. Forcément, le meilleur déplacement est celui qu'on ne fait pas. Pour le coup, on minimise tout un ensemble de facteurs, les coûts qui peuvent être liés au déplacement, les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement ou quoi que ce soit. Ça a été permis notamment grâce à l'avènement technologique, Internet, qui permet de faire un grand gain de temps, qui nous permet, comme aujourd'hui, d'être plusieurs derrière nos écrans à suivre une conférence sans avoir à se déplacer. Et l'avènement technologique d'Internet a eu un impact sur les patterns de déplacement, comme par exemple permettre l'atténuation des heures de pointe ou alors par exemple la diminution de nombreux petits déplacements et maintenant les gens privilégient des plus grands déplacements lorsqu'ils sortent de chez eux. La deuxième orientation dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, c'est transférer. Qu'est-ce qu'on veut dire transférer? Donc, transférer vers un mode de transport plus durable, où on voit ici donc passer de idéalement l'automobile solo à des modes de déplacement alternatifs et durables. La marche, le vélo, le bus, le covoiturage. On voit ici donc la pyramide de priorisation, où on aime pouvoir penser que dans l'optimal, on va pouvoir utiliser le mode de transport actif pour ces déplacements. Que si ce n'est pas possible, on va pouvoir utiliser pour des modes de transport collectifs l'autobus, le covoiturage ou l'autopartage. Et que finalement, si l'ensemble des facteurs ne sont toujours pas réunis, eh bien oui, on aura recours au transport individuel. Alors, comment transférer, comment favoriser ce transfert modal? Eh bien, il existe plusieurs stratégies. Une première stratégie, celle-ci va davantage s'adresser un petit peu plus à nos gouvernements provinciaux de proximité, notamment en passant par un urbanisme et une planification intégrée de la mobilité durable. Donc, favoriser des quartiers, favoriser un développement du territoire qui va nous permettre d'avoir des choix de déplacement plus durables.
Également, une autre façon pour nos collectivités, nos gouvernements de permettre à la population de faire un transfert modal, eh bien, c'est de réaliser des investissements dans des réseaux structurants. On a en tête notamment l'étude de l'Ouest de la STO pour voir la possibilité de développer un tramway et donc permettre à la population d'accéder à un mode de transport plus durable que ce que ça ne l'est actuellement. Et finalement des aménagements conviviaux, donc s'assurer à une échelle plus locale, à l'échelle du développement de la rue, que l'ensemble des facteurs vont permettre aux citoyens de se déplacer de manière conviviale et sécuritaire à travers les quartiers. Donc là, c'est transféré grâce à différentes stratégies qui s'adressent davantage au gouvernement. Une autre stratégie qui va permettre de faire un transfert modal, donc passer de l'auto-solo entre guillemets vers des modes de transport plus durables, c'est la gestion de la demande en transport. Qu'est-ce que la gestion de la demande en transport? C'est un ensemble de stratégies visant à influencer le quand et le comment les personnes vont effectuer leurs déplacements. Ces stratégies peuvent regrouper des politiques, des programmes, des services et des produits pour influencer les choix de déplacement des personnes. Eh bien, la gestion de la demande en transport, c'est exactement la mission de Mobio, c'est de travailler sur cet ensemble de stratégies. C'est ça qui nous pousse justement à travailler avec des employeurs, car les employeurs ont un rôle important à jouer pour favoriser les déplacements durables de leurs propres employés. Alors, quels sont les bénéfices apportés par travailler sur ces stratégies-là, donc de la gestion de la demande en transport? Je ne vais pas les passer au travers tous en même temps, mais c'est des bénéfices qui peuvent être aussi bien pour l'employeur, comme par exemple faire des économies en lien avec l'entretien du stationnement, permettre de diminuer le taux d'absentéisme de ses employés, une meilleure conciliation famille-travail ou encore augmenter la productivité de ses employés. Il y a également des bénéfices à l'échelle de la collectivité, donc diminuer la congestion, diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou encore contribuer à l'amélioration de notre bilan de la santé publique. Puis pour les employés, donc là, des bénéfices individuels pour les employés, de diminuer le stress lié à la congestion, de réduire leurs dépenses par ménage liées à l'automobile ou encore d'intégrer l'activité physique dans sa routine quotidienne. Donc, on voit qu'adopter une gestion de la demande en transport permet vraiment des bénéfices collectifs, individuels et aussi pour l'employeur. La question donc, c'est comment travailler sur la gestion de la demande en transport. Pour cela, Mobio, en fait, on accompagne les employeurs à faire des plans de gestion de déplacement. Donc, c'est l'ensemble de stratégies que l'employeur devrait mettre en place pour permettre à ses employés d'avoir des options de déplacement plus durables. C'est d'ailleurs exactement la démarche qu'a entrepris le CISO, le C3S de l'Outaouais, qui s'est doté d'un plan de gestion de déplacement dont Mobio a fait l'accompagnement pour favoriser les déplacements durables de ses employés. Donc, qu'est-ce qu'un plan de gestion de déplacement? Il va être orienté autour de plusieurs axes: la gestion interne, les communications, la gestion du stationnement, les déplacements professionnels, le transport en commun, favoriser le covoiturage et le transport actif. Pour vous donner une petite idée, parce que je sais qu'il y a des employés du CISO qui sont derrière leurs écrans en ce moment, la démarche du CISO a débuté en août 2018. Ça concerne 9 installations à l'étude, dont les 2 hôpitaux sur le territoire de la ville de Gatineau. Et c'était près de 5000 employés qui étaient visés par la démarche. La démarche s'articule autour de 3 étapes: un diagnostic, un plan d'action et une mise en œuvre. Pour le diagnostic, on est allé effectuer des visites terrain, par exemple, pour aller observer les installations. On a aussi effectué un gros sondage auprès des employés du CISO pour connaître leur mode de déplacement, mais aussi et surtout, c'est ça le plus important, leurs enjeux en matière de déplacement. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les freins auxquels les employés sont confrontés qui font qu'ils n'utilisent pas plus le vélo, la marche par exemple, ou encore l'autobus pour se rendre à leur lieu d'emploi? Donc, pour vous donner une petite idée pour les résultats du CISO, on a obtenu ce graphique de la part modale des répondants au sondage, où plus de 80% des répondants utilisaient leur automobile pour se rendre au travail. Un petit 6% avec le covoiturage, 4% par exemple pour le vélo et 7% pour la marche. Dites-vous que 80% des employés du CISO sont actuellement en train de se déplacer en voiture, donc vers leur lieu d'emploi. Et pourtant, 40% des employés habitent à 5 km et moins de leur lieu de travail. Ce chiffre indique qu'il y a un potentiel à ce qu'il y ait certains employés qui, si eux avaient la possibilité et l'offre nécessaire pour effectuer un transfert modal, mais probablement qu'ils privilégieraient un autre moyen de transport que leur auto-solo pour se rendre sur le lieu d'emploi.
Les principaux freins qui ont été énoncés par les employés du CISO, c'est les distances à parcourir, notamment dans le contexte du CISO où il y a beaucoup d'employés qui doivent faire des déplacements entre les différentes installations, donc parcourir la ville un petit peu. L'enjeu aussi de l'offre d'alternatives qui pourrait améliorer les déplacements des employés offerts par l'employeur et finalement aussi le besoin de retourner d'urgence à la maison. En effet, des fois, on peut se dire je ne suis pas sûre que le bus sera à l'heure qu'il faut si j'ai besoin de rentrer chez moi de manière urgente. Donc, suite au diagnostic, Mobio va travailler avec le CISO, l'employeur, pour développer un plan d'action qui va réunir un ensemble de mesures dans les 7 catégories que je vous ai présentées précédemment. Et l'employeur va pouvoir décider lesquelles il souhaite mettre en place et lesquelles il va devoir prioriser pour favoriser les déplacements durables de ses employés. Pour vous donner une petite idée, au CISO, le plan d'action réunit 34 actions qui vont être mises en place forcément au cours des prochaines années selon un échéancier. Donc, la phase 3 d'un plan de gestion de déplacement, c'est sa mise en œuvre, où là, donc, l'employeur va mettre en place les mesures dictées, énoncées dans le plan d'action. On voit ici, par exemple, la ville de Gatineau qui, en effet, elle aussi a son plan de gestion des déplacements pour ses employés et qui a mis en place un projet pilote de support à vélo sécurisé et à l'abri des intempéries. Donc, on voit ici, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'efforts de communication qui sont mis en place parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas forcément au courant de ce que l'employeur peut offrir comme alternative à la mobilité durable pour ses déplacements. J'ai fait le tour pour le plan de gestion de déplacement. Le dernier axe un petit peu pour effectuer un transfert modal, c'est des programmes d'engagement et de sensibilisation ou de mobilisation. Il y a une part beaucoup, comme je disais, des facteurs de nos choix de déplacement aujourd'hui qui sont influencés par nos constructions sociales, mais aussi le fait qu'on n'a pas toujours l'information en main. On n'est pas toujours au courant du réseau cyclable, de son étendue sur le territoire. Je pense notamment à des publics vulnérables, comme par exemple nos aînés qui ne sont pas toujours en confiance d'utiliser le transport en commun, de connaître les applications, par exemple, qui facilitent l'utilisation de ces modes de transport. Donc, c'est important d'informer et de sensibiliser la population aussi à ce qui existe sur le territoire pour favoriser des déplacements durables. Le troisième et dernier axe de la politique de mobilité durable du Québec, donc, c'est d'améliorer. C'est-à-dire qu'idéalement, on va éviter de faire le déplacement. Si ce n'est pas possible, on va voir si on peut opter pour un déplacement durable en faisant un transfert modal, donc par exemple vers la marche, le vélo ou l'autobus. Si ce n'est toujours pas possible, eh bien, on va quand même essayer d'améliorer le déplacement qu'on a effectué. Et c'est là justement qu'interviennent les innovations technologiques d'aujourd'hui. Par exemple, les véhicules autonomes dont on entend parler, qui sont pas mal en essai en ce moment, ou encore justement l'électrification de nos transports et notamment donc l'électrification de notre automobile individuelle. À défaut de pouvoir utiliser un autre mode de transport, eh bien c'est quand même mieux d'optimiser son déplacement et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis vous avez mes coordonnées si jamais il y a des entreprises, commerces, organismes ou citoyens qui souhaitent rejoindre Mobio par rapport à différents enjeux de mobilité durable. Vous avez les coordonnées dans la présentation ici. Merci. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, merci beaucoup Marion, c'est grandement apprécié. En guise de conclusion, la cerise sur le sundae, Frédéric, notre agent co-leader. Tu as quelques mots succincts à partager. Oui, bonjour. En fait, je vais partager mon écran. Laissez-moi quelques instants aussi. Je sais qu'il commence à être tard, donc je serai bref. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, en fait, comme Benoît vient de le mentionner, je suis Frédéric Girard, l'agence du Fonds écolitaire pour la région de l'Outaouais et hébergé par le Credo d'ailleurs. Donc, comme je disais, je vais être bref, je sais qu'il commence à être un peu tard, donc je vais simplement vous présenter les grandes lignes de qu'est-ce que le Fonds écolitaire et un exemple d'entreprise qui a justement bénéficié du financement du Fonds écolitaire pour installer des bornes de recharge justement pour ses employés et pour ses clients. Donc, c'est quoi le Fonds éco-leader? En fait, c'est une initiative du gouvernement du Québec qui veut aider les entreprises dans leur pratique d'affaires éco-responsables et dans l'implantation de technologies propres.
Donc, un objectif ambitieux de rejoindre 50 000 entreprises. Et pour ce faire, a mis en place 3 leviers pensés directement pour les entreprises, justement. Donc, le premier levier, un programme de financement. Donc, c'est une enveloppe financière de 18,5 millions de dollars qui est disponible pour les entreprises de partout au Québec, dont celle de l'Outaouais, pour justement implanter des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres dans l'entreprise. Donc, que vous soyez une PME, une coopérative, un OBNL marchand, vous êtes tous admissibles au programme de financement du Fonds Éco-Leader. Et vous pourriez aller chercher jusqu'à 30 000 $ d'aide financière non remboursable pour des pratiques d'affaires éco-responsables et jusqu'à 50 000 $ pour ce qui est des technologies propres. Donc, c'est une aide financière qui va jusqu'à 50 % des dépenses admissibles et ça peut aller jusqu'à 75 % si on jumelle une autre aide financière complémentaire aussi. Donc, c'est vraiment pas négligeable dans vos projets. Deuxième levier, des agents. Donc, moi, je suis celui pour la région de l'Outaouais. J'ai 17 autres collègues dans la province, un dans chacune des régions du Québec, qui font le même travail que moi, c'est-à-dire on est là pour vous orienter dans vos projets, discuter de vos projets en économie verte et de vous diriger vers les sources de financement qui sont appropriées, que ce soit celles du Fonds Éco-Leader ou d'autres, parce qu'il y en a plusieurs autres et justement, il y en a tellement que des fois, c'est mêlant de se retrouver, vers les experts justement que vous avez besoin pour mettre en place vos projets parce qu'on n'a pas souvent l'expertise à l'interne, donc vous avez besoin de personnes avec des compétences particulières. Donc, on est là aussi pour vous diriger vers ces bonnes personnes-là, vers les outils, vers des co-leaders, etc. Troisième levier, si vous allez directement sur le site web du Fonds Éco-Leader, vous allez trouver des répertoires d'aide financière, d'outils et d'experts, justement, au lieu que vous ayez à naviguer parmi des dizaines de sites web. On essaie de rassembler toute l'information pertinente au même endroit pour faciliter vos recherches autonomes aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez des informations supplémentaires aussi sur le programme de financement, tout se trouve aussi sur le site web du Fonds Éco-Leader. Donc, en terminant, je voulais vous présenter rapidement le projet de Signé-Garneau, un paysagiste qui a 4 magasins, si je ne me trompe pas, dans la province, qui était probablement à un point où certains d'entre vous sont aussi présentement, c'est-à-dire a des intentions vertes, veut faire des projets en électrification, en installation de bornes, mais ce n'est pas vraiment où commencer parce qu'ils n'ont pas l'expertise à l'interne. Donc, ils ont décidé de mettre en place un projet de 3 mois mené par Borne Québec, un expert d'ailleurs répertorié sur le site web du Fonds Éco-Leader, pour aller voir, bon, est-ce que les installations qu'on a présentement peuvent permettre de supporter l'installation de bornes? Est-ce que pour évaluer les mesures d'efficacité énergétique pour réduire justement les charges d'installation? Et finalement, avoir les informations pertinentes qu'on a besoin, comme quel modèle qu'il faut que j'installe, où est-ce qu'il faut que je les installe, combien il faut que j'en installe, toutes les informations qui sont essentielles justement pour aller un petit peu plus loin dans le projet. Donc, au final, un projet comme ça a permis d'installer 14 bornes en ce moment et aussi en prévision de 2022, là, dans les prochains mois et années qui vont être installées, autant pour les employés que pour la clientèle, a permis de valider la pertinence d'utilisation de véhicules électriques pour l'entreprise et a permis aussi de voir à plus long terme quelles autres bornes sur un horizon de 5 à 10 ans vont être essentielles, où est-ce qu'on va devoir les placer pour tout de suite les intégrer au plan de réaménagement pour que ça soit moins compliqué à l'avenir. Donc ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Ça permet vraiment d'aller chercher, ce projet-là a permis d'aller chercher l'aide financière du Fonds Éco-Leader, donc tout ce qui est en amont du projet, qui est étude, qui est accompagnement par un expert, les honoraires professionnels, tout ça est admissible au Fonds Éco-Leader. Donc, si vous avez des projets semblables, soit en électrification, soit pour installer des bornes directement, ou tout autre projet en économie verte, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va toujours me faire plaisir de justement parler de vos projets et de vous orienter vers les bonnes ressources. Donc, c'est cela. Fait que, bonne fin de webinaire et bonne journée à vous. Merci pour votre écoute. Merci, M. Girard. Vraiment apprécié. Ça vaut la peine de l'appeler, ce Frédéric. Toujours des réponses à tous les angoisses existentielles pour devenir plus vert. Merci à tous les intervenants pour avoir partagé votre expertise. Merci à Équiterre pour notre partenaire pour cette campagne pour la production de ce webinaire, grâce au soutien de Transition énergétique Québec. Merci beaucoup et bonne fin de journée.